Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous le saviez, mais le 19e siècle a été marqué par une deuxième vague majeure de colonisation. Cette vague de colonisation, elle est en lien direct avec le développement de l'industrialisation qui survient en Europe. Les pays d'Europe, comme la France, manquent de matières premières, et la colonisation, en plus de créer des débouchés commerciaux, permet aux pays d'Europe d'obtenir des matériaux, en échange de services rendus aux colonies. En 1830, Alger est prise par les Français. L'Algérie est considérée comme un département français à part entière, c'est une colonie de peuplement. En revanche, les populations locales sont soumises au code de l'indigénat. Ces populations ont des droits inférieurs à ceux des colons. Par exemple, elles sont soumises à du travail forcé et les terres agricoles sont attribuées aux colons. Nous avons donc cherché à comprendre comment s'est déroulée la guerre d'Algérie, avec ses revendications, ses contestations et ses débats. Tout d'abord, Hugo nous montrera comment est née la résistance algérienne. Ensuite, Timothée nous montrera comment le conflit a dégénéré. Et pour finir, Oscar nous parlera de la victoire relative de l'Algérie. Je laisse maintenant la parole à Hugo. En 1918, la Première Guerre mondiale se termine. Elle a choqué et traumatisé la population par sa violence. Et alors que l'Europe soigne ses blessures pendant l'entre-deux-guerres, le nationalisme algérien émerge et se développe. Ce nationalisme est un mouvement qui revendique l'indépendance de l'Algérie en dépit de la France. Puis, le 8 mai 1945, alors que l'idéologie nationaliste s'est largement répandue dans l'esprit des Algériens, a lieu des manifestations pro-nationalistes qui dégénèrent et entraînent un véritable massacre dans la ville de Sétif et Guelma. On observe alors un contraste frappant entre les célébrations de l'armistice et les violences dans l'est de l'Algérie. À partir de cette date, le nationalisme algérien se radicalise. Et c'est en 1946 que le parti nationaliste MTLD, Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, est fondé par Messali Hadj. Mais en 1954, un groupe du parti nationaliste décide de devenir indépendant et forme le Front de Libération Nationale, aussi appelé FLN, qui se dote d'une armée de libération nationale, l'ALN. Et c'est 2 ans plus tard, le 18 mai 1956, qu'un massacre a lieu dans le petit village de Palestro. Sur le chemin entre Alger et Constantine, 21 jeunes soldats contingents français sont massacrés sans pitié par l'ALN. L'embuscade de Palestro n'est pas la première tuerie organisée par le FLN, mais elle est le symbole de la violence de la guerre d'Algérie, puisqu'elle déclenche sa répression de l'armée française, qui débute en juin de la même année. Timothée, peux-tu nous en dire plus au sujet des différents conflits de la guerre d'Algérie, ainsi que de leur brutalité, qui ont choqué toute une génération? Lorsque débute ce qu'on appelle à l'époque les événements d'Algérie, la France se retrouve dans un conflit qui ne dit pas son nom, mais qui s'avère rapidement complexe. On y trouve imbriqués 3 conflits. Une guerre coloniale entre colonisés et colonisateurs, une guerre franco-française, les Français se divisent sur la question algérienne, et l'OAS fait des attentats contre des Français à Paris et à Alger. Une guerre algéro-algérienne, le FLN contre le MNA, et le FLN contre les Harkis. Le 1er novembre 1954, une trentaine d'attentats sont déclenchés simultanément dans le pays par le FLN. C'est la Toussaint rouge. La France adopte une politique de fermeté vis-à-vis de ceux qu'elle qualifie de terroristes. Pour la première fois dans un conflit de décolonisation, la France utilise les jeunes appelés du contingent, jeunes qui effectuent leur service militaire. La recherche des terroristes justifie ainsi l'emploi de la torture, qui est désormais acceptée. Le gouvernement montre que la guerre ne se fait pas contre les Algériens, mais contre une minorité appelée félagas ou bandits. Dans un contexte de crise du Moyen-Orient, avec la nationalisation du canal de Suez par le président égyptien Nasser, la France craint alors un soutien du monde arabe à la cause algérienne. Les indépendances du Maroc et de la Tunisie donnent la possibilité d'installer des bases arrières pour le FLN. L'Armée de Libération Nationale, ou ALN, augmente régulièrement le nombre de ses combattants. 1500 en 1954, 33 000 en 1961, et est armée par les pays arabes. Le 30 septembre 1956, l'explosion de bombes à Alger déclenche la bataille d'Alger, qui prend de l'ampleur en janvier 1957, lorsque le général Massu reçoit de Paris les pleins pouvoirs de police pour ses parachutistes. La répression est féroce. Fouilles, arrestations, intimidations. L'utilisation de la torture permet à Massu et à ses parachutistes de démasquer les bases du FLN et d'éliminer le terrorisme urbain. Les effectifs militaires sont doublés. 400 000 soldats quadrillent le territoire méthodiquement. Mais les difficultés de la guerre divisent l'opinion publique en France. Les gouvernements de la 4ème République se succèdent sans trouver de solution définitive à la guerre.
Le 13 mai 1958, la tentative de coup d'État à Alger par les Européens d'Algérie, qui pensent que le gouvernement va céder, provoque le rappel de De Gaulle, qui change l'orientation de la guerre. Merci Timothée. Maintenant, laissons Oscar nous présenter l'issue de ce conflit. Au début de juin 1958, De Gaulle est de retour au pouvoir pour résoudre le problème algérien. Après 2 voyages en Algérie en juin et juillet 1958, il comprend que la France ne peut pas garder l'Algérie et qu'il faudra négocier avec les rebelles. Son but est de garantir la sécurité des colons qui resteraient vivre en Algérie. Il pense aussi pouvoir conserver le Sahara, où des gisements d'hydrocarbures viennent d'être découverts. L'armée met en application le plan Châle, qui traque efficacement les combattants de l'ALN, ce qui doit permettre de négocier en position de force. Progressivement, De Gaulle va proposer la solution de l'autodétermination de l'Algérie. Pour cela, il va demander aux Français de métropole, mais aussi aux colons, de décider par référendum ce qu'ils souhaitent faire de l'Algérie. Se sentant trahis, les colons et une partie des officiers vont tenter de s'y opposer. En janvier 1961, le référendum ayant massivement soutenu l'autodétermination, c'est-à-dire que les Algériens devront décider de leur avenir, les colons extrémistes fondent l'OAS, Organisation Armée Secrète, une organisation terroriste. En avril 1961, certains officiers généraux tentent de s'emparer du pouvoir à Alger et organisent des attentats en France métropolitaine, tandis que la situation politique s'y tend. Certains militants de gauche poussent les appelés à l'insoumission, manifestent contre les attentats OAS. Beaucoup de manifestations réprimées par la police parisienne se terminent par des morts et des blessés, comme par exemple au métro Charonne en février 1962. Le 18 mars 1962, les accords d'Évian permettent de régler le problème algérien. Dès le 19 mars, les combats cessent. Mais l'OAS assassine des militaires algériens et le FLN riposte. Le climat de violence est tel que la quasi-totalité des Pieds Noirs quitte précipitamment l'Algérie avant qu'elle ne soit proclamée indépendante le 5 juillet 1962. Suite à cela, la 4e République française est remplacée par la 5e et la guerre d'Algérie classée comme une des pages les plus noires de l'histoire de France. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Merci à Hugo pour nous avoir expliqué comment le nationalisme algérien est apparu. Merci également à Timothée et à Oscar pour leur participation et pour nous avoir détaillé les événements importants de la guerre d'Algérie. À bientôt.